avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team au complet cette fois qui est de retour, c'est la rentrée d'Avec ASA Sport depuis une semaine déjà, votre rendez-vous sportif sur Logos FM chaque mardi à 18h, la rediff le mercredi 20h et le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Pour m'accompagner aujourd'hui, on l'a découverte en cours de saison l'année dernière, elle travaille pour Clermont Sport, c'est Léa Zouzart. Salut Léa. Salut. Lui, on l'entend depuis bien plus longtemps. Il est aussi de Clermont Sport, c'est le grand patron, c'est Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive, bonjour à tous. Est-ce que l'été s'est bien passé, mademoiselle et monsieur ? Bah écoute, oui, à part le temps de merde qu'on a eu, tout va bien. Hein. Et toi Léa, ça a été ? Moi j'ai eu la chance d'aller à l'étranger, donc ça va, j'ai eu du soleil. Vénarde. Notre invitée aujourd'hui, c'est Géraldine Faugeron. Alors si je vous donne son nom comme ça va pas forcément beaucoup vous parler. Mais Géraldine, c'est sa fonction qui nous intéresse presque plus que la personne, hein, je le dis pas en mal. Mais la fonction nous intéresse beaucoup. Géraldine, tu es coordinatrice du comité départemental de sport adapté Puy-de-Dôme et Allier. Bonsoir Géraldine. Bonsoir, oui exactement, c'est tout à fait ça. Alors Géraldine, j'ai souhaité t'inviter assez tôt dans la saison, déjà parce que ça faisait longtemps que je voulais qu'on parle de sport adapté, mais là à la sortie, il y a quelques semaines que se sont achevés les Jeux paralympiques, oui. Et le sport adapté fait partie du paralympisme, donc tu vas pouvoir nous détailler les actions du comité, ton rôle au sein de ce comité qui regroupe 2 départements, nous parler des athlètes des athlètes auvergnats, je vais y arriver, qui ont composé la délégation française. Enfin, on a beaucoup de choses à dire sur le sport adapté et expliquer ce qu'est le sport adapté, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, et sans doute trop, qui ignorent ce qu'est le sport adapté. On va démarrer tout de suite avec nos résultats du week-end. Premier résultat, j'ai souhaité vous faire réagir sur le premier match à domicile de Cournon, les garçons du hand, qui se sont malheureusement inclinés. Qu'est-ce qu'il va falloir attendre du hand de Cournon cette saison ? Johan, je te fais commencer. Allez, honneur on va aux pas hommes. Être galant, voilà. Let's go. C'est ça aussi l'égalité. Bon, alors déjà, le score est assez lourd parce que 30-23 à la maison au hand, c'est un peu sévère. Il faut savoir qu'en plus, l'équipe qui recevait la Gonfreville, c'est pas une équipe qui était dans le haut du tableau l'année dernière. Ils ont fini 8e. C'est pas une grosse écurie. Bon, ça peut annoncer une saison compliquée. Après, parce que le hand de Cournon vient de monter, il faut le souligner, c'est un club qui est monté quasiment chaque saison depuis quelques années. Donc c'est un club qui a une progression fulgurante. À l'image du HBCAM chez les filles. À l'image du HBCAM, le hand auvergnat se porte très bien. Par contre, là, je pense qu'on est sur une marche qui est peut-être un peu haute et du coup, c'est peut-être une saison où il va falloir poser les choses, se structurer un peu. Après, bon, c'est le premier match. Il y a eu un contexte très difficile l'année dernière avec la crise sanitaire. Les organismes sont peut-être un peu froids. Il y a peut-être une préparation un peu plus sérieuse côté Gonfreville que Cournon, je ne sais pas. Mais voilà, pas d'alarme pour l'instant. Il faudra voir les prochains matchs. Léa. Oui, voilà, c'est leur première saison en National 1 Elite et c'est le début pour eux un peu. Donc le nouvel entraîneur le disait justement, ça va être la saison où ils vont découvrir un peu ce niveau et le but c'est de s'améliorer match après match et surtout de rester à ce niveau. Mais c'est une première défaite, mais c'est encourageant pour la suite, je pense, parce qu'il leur reste beaucoup de travail et ils peuvent que s'améliorer au cours de la saison. Alors, ce qui est surtout important pour le club, c'est l'obtention du statut VAP au hand, c'est-à-dire un statut qui leur permettrait d'accéder à une division professionnelle dès l'année prochaine, pourquoi pas, si les résultats le permettaient. Et c'est vrai que du coup, ils vont jouer que des gros morceaux toute l'année. Il y a cette particularité en National 1 de cette poule élite, comme tu le disais Léa, qui regroupe les meilleurs clubs amateurs, mais aussi ceux qui ont eu le statut VAP, donc il va y avoir des gros matchs. Ouais, parce que là, ce qu'il faut souligner, c'est que le hand de Cournon a fait un gros travail là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont la capacité, on va dire, sportive d'aller plus haut, mais pas la structure. Et en fait, je pense que le hand de Cournon est parti déjà des fondations parce qu'eux, ils ont la structure d'un club professionnel. C'est ça. Donc ça va être plus facile pour eux de mettre le sport à niveau s'il y a besoin, même s'il y a un effectif solide. Cyril Fauché, le président qu'on connaît bien et qui est déjà venu sur Logos FM, il a fait un travail monstrueux. On a l'impression que c'est un club professionnel, vraiment. Donc au final... ça va pas être si compliqué que ça pour eux, justement, notamment avec ce statut. Dans sous 2-3 ans, je pense grand max 5,
Et ils seront en pro, c'est sûr. On rappelle que la particularité de ce statut, c'est que par exemple, si un club termine premier et n'a pas le statut VAP, il ne pourra pas monter en Pro League chez les professionnels. Et ça pourrait être le club deuxième, donc imaginons Cournon deuxième, voire troisième du championnat, avec le statut VAP, pourrait prendre la place chez les pros. Donc c'est vrai que le plus important pour l'instant, c'est peut-être finir la structuration du club pour effectivement, à moyen terme de 3 ans, envisager l'étape au-dessus. Géraldine, tu suis un petit peu le hand, que ça soit chez les garçons ou chez les filles? Ah non, désolée. Pas du tout. Pas trop. Qu'est-ce qui t'intéresse comme sport? Qu'est-ce que tu suis en particulier? Alors, ça va être la gymnastique. Mhm. Je regarde le rugby, je peux regarder des matchs de foot. Et après, ça va être effectivement plus des sports, tout ce qui va être plus individuel, expression corporelle. D'accord. Alors justement, tu nous as parlé rugby, on va enchaîner avec le thème suivant, le résultat suivant, l'ASM. Deuxième match, deuxième défaite. Alors j'ai dit la semaine dernière qu'il fallait laisser le temps à tout le monde s'installer, mais là quand même une défaite à domicile face à Castres, qui a priori est prenable. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter, Léa? S'inquiéter, je sais pas, ça fait que 2 matchs, on va dire que c'est quand même le début de saison. Après, c'est sûr que c'est pas encourageant. Voilà, le premier match à domicile, ils avaient vraiment à cœur de le gagner, surtout face à Castres, c'était un adversaire comme tu le disais, prenable. Mais voilà, ils ont du mal à se mettre dedans pour commencer, à voir si ça va s'améliorer. Voilà, il y a un nouvel entraîneur, pareil, donc peut-être que ça se met en place. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, c'est un peu inquiétant, surtout au vu de la saison dernière et des saisons passées qui n'ont pas non plus été extraordinaires pour la SM. Je sors le parapluie, je me tourne vers Johan. Un avis sobre, Johan. Ouais, non. Non, mais à la raison, ça fait que 2 matchs. On a tendance à trop vite tirer des conclusions avec l'ASM. D'ailleurs, il faut savoir que l'ASM, le problème de ce club, c'est qu'on ne sait jamais où ils vont être. Il y a des saisons, on les attend, ils ne sont pas là. Et il y a des saisons, on ne les attend pas, et ils sont quasiment au bout ou au bout. Bon, ils sont très souvent presque au bout qu'au bout, il faut dire, mais bon, bref. Là, le souci, c'est que Castres, c'est notre bête noire, déjà, il faut le souligner. 34-30 à la maison, c'est Castres, on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a un problème avec Castres. On a des petits soucis aussi avec le Racing, mais bon, voilà. On prend 30 pions à Lyon, on en prend 34 à la maison contre Castres. Ouais, c'est pas terrible. L'ASM, c'est un club qui a d'autres ambitions. Après, c'est vrai qu'il faut souligner que le top 14, c'est un championnat où il y a quasiment, je caricature un peu, mais tu as 10 clubs sur les 14 qui peuvent prétendre au titre. Donc on n'est plus dans un cas de figure comme il y a 6-7 ans, où en gros, tu as l'ASM et Toulouse, et le reste, c'est en dessous, où tu as Toulon, tu as 4 gros, quoi. Toulon, Racing, ASM Toulouse. Là, aujourd'hui, tu en as 10 qui peuvent prétendre à aller en demi et potentiellement taper le Brennus, quoi. Après, l'ASM, le problème, et mon avis personnel, c'est que tant qu'on mettra des cols blancs de Michelin qui vont au bridge le dimanche pour gérer le club, qu'on ne mettra pas des passionnés à la Boudjelal, on aura des soucis. Après, ça n'engage que moi. Bon, tu avais envie de rebondir là pour conclure cette première partie, de nous parler du beau début de saison du Clermont Foot. Bah oui, parce que maintenant il y a un deuxième club au plus haut niveau qui pour le coup lui a réussi son début de saison parce que tout le monde se disait bon les paysans de Clermont-Ferrand avec leur petit budget ils vont se faire tordre en Ligue 1. Au final première défaite seulement contre le PSG, contre le gros PSG qui a un budget 10 ou 20 fois supérieur à celui de Clermont. Ils ont fait un début vraiment hyper satisfaisant et d'ailleurs même contre le PSG où ils prennent quand même 4 buts. Les journalistes ont souligné et tout le monde a souligné qu'ils n'ont pas refusé le jeu et que ça a été un beau match. Donc il y a une belle équipe et à Lyon par exemple il y a 3-1 à la mi-temps, tout le monde se dit on va en prendre 7 et en fait il y a 3-3, enfin ils font un début de saison de dingue et ça fait du bien aux gens. Déjà ça fait du bien au foot auvergnat parce qu'on croit que l'Auvergne c'est une terre de rugby, pas du tout, c'est une terre de foot, il y a beaucoup plus de licenciés au foot. C'est une terre de sport monsieur. C'est une terre de sport mais c'est le nombre de licenciés c'est le football, donc c'est une terre de football avant d'être une terre de rugby. Et surtout, ça fait parler un peu de Clermont positivement, surtout dans une période où l'ASM est pas bien. Et en même temps, ça permet à l'ASM peut-être d'avoir un peu moins de pression parce qu'il n'y a pas toute la lumière sur elle. Léa, un petit mot sur ce début de saison? Oui, effectivement, c'est un super début de saison pour le Clermont Foot. Comme il disait, ils se sont beaucoup fait moquer un peu le Clermont Foot. Et finalement, ils sont là, ils gagnent 2 matchs, ils font 2 nuls contre des grosses équipes, contre Lyon, contre Bordeaux quand même. C'est pas rien. Et là, contre le PSG, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a beaucoup de petites équipes qui cherchent à tout prix à défendre quand ils viennent face à Paris, mettre le bus un peu. Et là, ça n'a pas été leur but. Ils ont vraiment voulu jouer. Enfin, après, c'est Gastien qui a amené cette philosophie aussi, parce qu'il n'est pas du style à refuser le jeu. Mais voilà, ils ont quand même tout donné pour faire un résultat, ce qui fait que du coup, leur défense s'est ouverte, donc ils ont pris 4 buts. Mais au moins, ils peuvent partir la tête haute de ce match.
Très bien, merci. Alors, on n'a pas donné les résultats de nos clubs dont on a parlé tout à l'heure. Cournon chez les garçons, on a dit lourde défaite, mais on n'a pas donné les scores. 30, Ils sont imposés 30 à 23, mais c'est pas le quiz, Johan, ne t'inquiète pas. Pardon. Pas de panique. Ah mince, ça compte pas là, j'ai pas de points. Non, ça compte pas. Et pour l'instant, ils pointent à la 11e place. Bon, ça n'a pas vraiment de valeur au bout d'une journée. Mais la SM, je sais pas si c'est bien utile de le rappeler. La SM 30-34, quand même, on va le rappeler. Et pour l'instant, à la 12e, on n'a que 2 matchs. Un petit point, mais ça va aller mieux rapidement. 3 essais à la maison, c'est quand même une honte, mais bon, c'est pas grave. Ceci est un autre débat pour une autre émission. Allez, on va faire une première pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Johan Connor et notre invitée Géraldine Faugeron, la coordinatrice au comité départemental le sport adapté, Allier et Puy-de-Dôme. Alors Géraldine, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour commencer ? Oui, bien sûr. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, j'ai la fonction de coordinatrice du comité bidépartemental de sport adapté. En fait, c'est un rôle, comme son nom l'indique, qui va coordonner les projets sur le territoire Allier Puy-de-Dôme, ainsi que les missions de chaque salarié du comité. Donc en tout, le comité, il a 6 salariés et 2 personnes qui sont salariées également en contrat d'apprentissage. Donc au total, on a 8 salariés. Donc mon rôle, ça va être vraiment de définir et d'encadrer les missions de chacun et de faire le lien avec ce qu'on appelle les élus. En fait, le comité départemental est une association, donc, comme toute association sportive, elle est dirigée par des bénévoles, par des élus qui forment le comité directeur. Nous, on a 8 élus au sein du comité. Et donc, mon rôle, ça va également être de faire le lien, en fait, entre les élus qui vont prendre les décisions et puis, après, mes collègues, les salariés sur le terrain qui vont les appliquer. Donc, ça va être un rôle de... Est-ce qu'on peut rapprocher ça d'un rôle de CTD, de conseiller technique départemental dans les différentes fédérations, comités départementaux ou pas tout à fait ? Alors, pas tout à fait. C'est plus mes collègues, du coup, pour le coup, qui vont être CTD, qui vont vraiment avoir un rôle technique. Moi, je suis plus dans un rôle d'organisation et de management au niveau de l'équipe. D'accord. Le rôle technique, c'est plus eux qui vont l'avoir sur le terrain. Alors, depuis combien de temps ce comité est double ? Depuis 2016. C'est récent. Oui, en fait, après la fusion des régions. D'accord. C'était un comité, donc le comité au début c'était le comité départemental du Puy-de-Dôme qui a été créé en 1990, qui était au début dirigé que par des bénévoles en fait. Et puis à partir de 2006, ils ont employé une personne. Et puis après, petit à petit, le monde du sport s'est un peu professionnalisé. Donc il y a eu de plus en plus de salariés. Et à la fusion des régions, l'Allier, qui était un territoire où du coup il n'y a plus ni d'élus ni de salariés cette même année, tout le monde est parti. Donc il y a eu une décision de faire fusionner les deux comités pour pouvoir continuer à maintenir des actions sur l'Allier. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le sport adapté ? Parce qu'il y a peut-être des gens encore qui ne savent pas ce qu'est le sport adapté, qui confondent le sport adapté et l'handisport. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la SM Clermont-Auvergne. Rien à voir. Les sports adaptés. Donc effectivement, en fait, il y a 2 fédérations sportives qui sont spécifiques au handicap. Il y a la Fédération française de handisport et la Fédération française de sport adapté. La Fédération française handisport, elle va gérer la partie sportive qui va concerner des personnes avec un handicap soit moteur, soit sensoriel. Et le sport adapté, ça va être pour des personnes qui ont un handicap soit mental, soit psychique. Donc vous allez me demander qu'est-ce qu'un handicap mental ou un handicap psychique, C'est j'imagine. parfait. Je peux partir en repos pour ce soir. Ça peut être un autisme léger, par exemple. Oui, tout à fait. Parce que chez Gaël Geoffroy, dans Ouais, l'Allier, il exactement. est autiste léger. C'est ça. Alors ça couvre justement quel autre type d'handicap ? Alors en fait, tout ce qui va être handicap mental, ça va regrouper des pathologies, non pas forcément des pathologies d'ailleurs, des handicaps comme son nom le porte, soit une déficience intellectuelle, soit il n'y a pas forcément de déficience intellectuelle associée, comme l'autisme par exemple, mais ça va être des difficultés relationnelles ou comportementales qui vont avoir une importance, qui va faire qu'ils vont être bloqués dans leur vie de tous les jours, qui ne pourront pas être autonomes et qui ont besoin d'un accompagnement du coup un peu plus singulier, un peu plus spécifique. Alors après, en termes de pathologie, ça va être assez varié. Il y a des pathologies qu'on va retrouver comme l'autisme,
comme la trisomie 21. D'ailleurs, l'autisme, c'est pas une pathologie en fait. Pour l'instant, c'est un handicap, mais c'est pas une pathologie parce qu'on n'en connaît pas encore exactement la cause. Mais il peut y avoir des pathologies connues et il y a beaucoup surtout de pathologies, de raisons inconnues au handicap mental, de choses qui se passent pendant la grossesse ou juste à la naissance, ou alors un accident après au cours de la vie, ou des choses qu'un jeune enfant peut vivre de manière assez traumatique, peut amener à un handicap mental. Ou un handicap psychique. Et donc le handicap psychique se différencie, c'est plus de la maladie mentale et ça intervient pas forcément dès le plus jeune âge. Alors que le handicap mental, la personne en gros va naître avec ce handicap et va le développer après de manière croissante en grandissant, alors que le handicap psychique, ça va survenir plus tard et c'est plus tout ce qui est lié à la maladie mentale, donc ce qui peut être la schizophrénie, la bipolarité. Et c'est des prises en charge différentes parce que le handicap psychique, il va y avoir besoin de traitements médicamenteux et d'un suivi médical, alors que le handicap mental, pas forcément s'il n'y a pas de pathologie associée. Qu'est-ce que ça implique dans ton rôle de coordinatrice de plus par rapport à l'organisation d'une activité pour des valides Je ne sais pas, vous partez sur une activité ou sur une compétition, qu'est-ce qu'il va falloir que toi, tu prévois en plus ? Eh ben, il va falloir qu'on qu'on prenne en compte les personnes vraiment telles qu'elles sont, comme on devrait faire finalement un petit peu dans la vie de tous les jours, avec tout le monde, pas que les personnes handicapées. Mais là, c'est vraiment des personnes qui ont des besoins vraiment spécifiques, des besoins de repères au niveau du temps, des besoins de repères au niveau de l'espace, des besoins de sécurité affective, de sécurité au niveau des repères qu'ils peuvent avoir, où il faut qu'on essaie de les connaître un maximum et de leur apporter un maximum ces mêmes repères-là quand on est avec eux pour qu'ils puissent se sentir en sécurité. Donc ça va être vraiment de connaître finalement les personnes avec qui on va mettre un événement en place, que ce soit un événement ponctuel ou que ce soit des événements réguliers, pour pouvoir vraiment finalement répondre à un besoin qu'ils vont avoir et non pas nous mettre en place une demande comme ça et vient qui veut. Il faut vraiment qu'on essaie de s'adapter à leurs besoins finalement à eux. Qu'est-ce qui est organisé par le comité départemental ? Qu'est-ce que vous avez comme type d'activité proposée ? Alors, on va avoir différents types de missions qui sont très larges. Pour synthétiser, on va intervenir de manière régulière au sein des établissements médico-sociaux des 2 départements, Allier et Puy-de-Dôme, pour faire des prestations en activité physique adaptée régulières. Donc, c'est-à-dire qu'on a des professeurs d'activité physique adaptée au sein du comité, dans les salariés, qui vont intervenir dans les structures pour pouvoir proposer aux personnes qui sont dans les structures des séances d'activité physique chaque semaine. Donc ça, c'est une de nos missions principales. On va également proposer des manifestations sport adapté en lien avec des clubs sportifs du milieu ordinaire pour pouvoir aussi faire connaître, c'est un peu de tranchant. Il y a un côté, c'est pour faire connaître le handicap au milieu ordinaire et d'un autre côté, c'est pour faire découvrir différents sports aux personnes en situation de handicap et du coup, les faire découvrir par des professionnels de l'activité qui la maîtrisent plus que nous. Donc ça, on va le proposer de manière ponctuelle. Entre l'Allier et le Puy-de-Dôme, sur une année, on propose à peu près 20 manifestations loisirs pour faire découvrir différents sports en lien avec des clubs locaux. On va également organiser des séjours sportifs sport adaptés. Là, c'est un séjour sportif qu'on va proposer, mais pour ce public-là, adapté. L'an dernier, on en avait organisé 9 séjours et ça avait regroupé 91 sportifs. Donc il y avait la particularité du Covid qui fait qu'on espère que cette année, on va mobiliser encore plus de monde. Mais on avait quand même réussi à mettre des choses en gardant bien sûr les recommandations sanitaires. Et on a aussi un rôle de formation, de sensibilisation. On va essayer de sensibiliser, là pareil, un peu dans 2 axes. On va essayer de sensibiliser le monde du handicap au sport, en fait, de sensibiliser dans les formations des professionnels du médico-social, d'essayer de les sensibiliser à l'intérêt de l'activité physique, l'intérêt de l'activité sportive, qu'est-ce que ça peut amener à ces personnes-là. Et inversement aussi sensibiliser les éducateurs sportifs au handicap. Qu'est-ce que le handicap mental ? Parce que c'est vrai que c'est pas très connu. Ça peut faire peur parfois aussi. Ça fait peur bien sûr parce que c'est inconnu en fait, on ne connaît pas et c'est humain, quand on ne connaît pas quelque chose, souvent on en a peur. Donc c'est essayer justement de casser ces barrières en les mettant en pratique avec le public et puis finalement d'ailleurs à chaque fois c'est finalement c'était super. Et donc cette sensibilisation là auprès des éducateurs sportifs elle est assez importante et on la développe de plus en plus dans le Puy-de-Dôme, notamment à l'UFR-STAPS à Clermont. Donc j'en profite pour remercier Monsieur Thivel et Monsieur Vernet de leur implication dans cette mission qui nous permet vraiment de sensibiliser un grand nombre d'étudiants à ce public-là. Ça c'est important et on a un retour de ce public du sport adapté qui
énorme en termes d'amour, de générosité. Ils donnent énormément, ces gens-là. Oui, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas trop accès au second degré et ils calculent pas les choses, donc C'est ils ça. vont vraiment être entiers et vraiment il y a un retour, qui est pas calculé, quoi, qui est spontané. C'est quelque chose de et qui très est compliqué en période de Covid, c'est que c'est des gens très tactiles et Oui, on peut c'est vite vrai. partir dans des câlins. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué c'est vrai. à gérer dans ces périodes-là. Oui, Johan. Ça représente combien d'athlètes à peu près là sur les 2 départements? Alors l'an dernier, on avait 810 licenciés sur Allier Puy-de-Dôme. Ah ouais, c'est la vache. Ouais, c'est beaucoup de monde. Ouais, c'est pas connu en fait parce que c'est pas médiatisé. Alors c'est pas pour faire une comparaison parce que alors, vraiment, enfin chaque fédération, que ce soit en e-sport ou sport adapté, a des missions bien différentes. Mais sans vouloir dire de bêtises, il me semble qu'à la fédération d'handisport, ils avaient autour de 35 000, peut-être maintenant 40 000 licenciés. Et sport adapté, on est à plus de 70 000 et pourtant à plus de 66 000. Pardon, j'ai dit 70, mais c'est 66, à plus de 66 000. Et pourtant, on n'est pas du tout connu, quoi. C'est vraiment une fédération qui manque encore vraiment à être connue, alors que pourtant il y a des actions en place sur le terrain et dans chaque département. Et est-ce qu'il y a un âge auquel on peut démarrer quand on détecte, je sais pas, un autisme ou une maladie mentale? Il y a un âge minimum auquel on peut commencer la pratique sportive? Non, il y a pas d'âge minimum. Après, souvent, de toute façon, c'est pas avant 6 ans. Et souvent, les petits vont avoir un besoin de repères énorme. Voilà, un besoin de repères et de sécurité énorme. Ce qui fait que ça peut être compliqué qu'ils puissent sortir de leur environnement, qu'il soit familial ou éducatif. Parce que du coup, s'il y a plein de nouvelles stimulations, plein de nouveaux repères qui arrivent de partout. Et pour eux, émotionnellement, c'est encore un peu compliqué à gérer. Donc souvent, ils attaquent un petit peu plus tard. Très bien, eh bien, on va voir un peu ce qu'ont fait ces athlètes qui nous ont représentés aux Jeux de Tokyo. Ça sera dans la deuxième partie. Nous, on va faire une deuxième petite pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, plus que jamais aujourd'hui, avec pour m'accompagner Léa Zuzart, Johan Connor, et celle qui parle plus que jamais de sport au pluriel, on peut mettre des S partout, c'est Géraldine Faugeron, la coordinatrice du comité départemental sport adapté, Allier et Puy-de-Dôme. Alors Géraldine, tu nous as expliqué un petit peu ton rôle, le rôle du comité. On a eu plusieurs athlètes représentés aux récents Jeux paralympiques de Rio. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur performance ? Alors effectivement, on a 6 athlètes de la Fédération française du sport adapté qui sont partis à Tokyo. On a eu des médailles, on est revenu avec 3 belles médailles. Une médaille de bronze pour Lucas Créange en tennis de table, une médaille d'argent pour Léa Fernet en tennis de table également, et une médaille d'or pour Charles-Antoine Kouakou sur l'athlétisme, sur de la course sur du 400 mètres. Et après, il y a 3 autres sportifs qui sont partis, qui n'ont pas ramené de médaille, mais on peut déjà les féliciter d'avoir représenté la France aux Jeux paralympiques, qui sont Nathan, Gaël et Gloria. Donc Gloria en athlétisme, Gaël également en athlétisme et Nathan en natation. Et Nathan et Gaël sont 2 sportifs qui s'entraînent sur le territoire auvergnat, puisque Gaël est de l'Allier et s'entraîne à Montluçon. Si je ne dis pas de bêtises. Elle est licenciée à Montluçon, ouais. Enfin, au club athlétisme, Montluçon Athlétisme Auvergne, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu as C'est suivi ça, d'ailleurs Léa un peu Gaël là, sur ces Paralympiques. oui, Tu as eu l'occasion de faire un article. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Du coup, effectivement, il a fini 9e, donc c'était pas forcément ce qu'il attendait. Il était un peu déçu par rapport à sa performance, mais c'était sa première participation. Il est très jeune, il a 19 ans, mais il est très fixé là maintenant sur 2024, donc c'est un vrai objectif pour lui, et donc peut-être une médaille. Il aura pris un peu en maturité, et donc on espère le revoir d'ici là. Il a la capacité en tout cas, parce qu'il bat régulièrement des records, en tout cas dans les championnats on va dire, qui ont lieu tout au long de l'année dans son activité, et il a carrément les moyens. Après, c'est vrai qu'au Japon, ce qui a été souligné, alors évidemment c'est pas des excuses, mais un contexte météorologique un peu compliqué pour les athlètes, notamment européens. Et puis pour Gaël, une première participation, c'est impressionnant. Et puis les athlètes l'ont dit beaucoup, alors pas seulement dans les Jeux paralympiques, mais aussi olympiques, c'est qu'il faut quand même comprendre que c'est des mecs
et des filles, enfin des athlètes qui se préparent pendant 2-3 ans et ça dure 2 minutes. Donc des fois la contre-performance, elle est un peu brutale parce que ça fait mal, quoi. Tu t'entraînes et donc voilà. Mais c'est pas forcément représentatif de son niveau. Tous ces athlètes là sont détectés par le comité ou c'est au sein des clubs? Comment vous fonctionnez pour les emmener vers le haut niveau? Pas du tout, ça va être la fédération. Juste avant, si ça vous embête pas, Oui, je tenais à citer également Nathan Maillet, qui est un nageur qui s'entraîne aux Crèves de Vichy. Voilà, il habite Loudun, mais il s'entraîne régulièrement tout au long de l'année aux Crèves de Vichy. C'est important de citer tout le monde. Voilà. Alors, la détection, donc, elle est mise en place, c'est la Fédération française du sport adapté qui va la faire. En fait, comme on est c'est vrai que je n'en ai pas précisé, comme on est une fédération qui est multisport, on œuvre pour un même public, mais par contre sur tous les sports. En fait, il va y avoir des commissions sportives en fonction des différents sports, avec des techniciens référents et compétents dans chaque discipline. Donc pour chaque sport, il y aura une commission nationale qui va aller sur les championnats de France, sur les compétitions sur les championnats de France. Et c'est souvent lors de ces championnats de France que vont se faire les détections des sportifs de bon niveau. Et après, il y a un travail qui est fait vraiment entre la Fédération française de sport adapté, le club local et l'entourage, alors soit familial, soit éducatif du sportif, selon comment il est, pour pouvoir accompagner ce sportif vers, en tout cas, l'entraînement vers le haut niveau, mais vraiment l'accompagner de manière pluridisciplinaire, en fait, en prenant pas que en compte le versant sportif, puisque c'est des personnes souvent qui travaillent ou qui sont ce qu'on appelle en IME, ou qui vont travailler en ESAT, ce sont des établissements spécialisés, et il faut qu'ils puissent continuer ce travail-là pour le jour où ils arrêteront le sport, comme tout sportif. Il faut qu'ils puissent avoir un métier, avoir une vie à côté. Et c'est vrai que ces sportifs-là, ça prend plus de temps, donc ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter ce versant-là à côté de leur statut de haut niveau, parce que après, quand ils arrêtent, il faut vraiment qu'ils aient eu quelque chose en fait avant d'arrêter. Est-ce que les éducateurs sportifs des clubs sont intégrés à cette détection et ensuite à l'accompagnement fédéral, ou c'est vraiment la Fédé qui prend en charge avec ses propres éducateurs? Parce que tu nous parlais de ce besoin de confiance et de relation. Ouais, tout à fait. Donc j'imagine que c'est complexe aussi de renouer ce lien et cette confiance à chaque fois. Ouais, alors il y a des entraîneurs nationaux en fait dans chaque discipline de haut niveau à la fédération. Et en fait, les entraîneurs nationaux vont être en lien avec les entraîneurs locaux des sportifs. Et ça va être vraiment finalement un travail en équipe qui va être fait entre l'entraîneur du club et l'entraîneur national pour pouvoir, ils échangent régulièrement pour pouvoir amener le sportif vers le haut niveau, vers la performance. Qu'est-ce que tu as pensé de la couverture médiatique de ces Jeux paralympiques ? J'ai trouvé que pour une fois, elle était plutôt pas mal. On est d'accord. Ouais, j'ai trouvé que cette année, ça avait été bien médiatisé, ça avait été bien mis en avant. Et je trouve que c'est une belle chose parce qu'ils le méritent. Ils s'entraînent comme tous les autres sportifs. Avec des directs, ça n'a pas été relégué à des minuit, à des 1h du matin. Avec des directs où il a fallu mettre le réveil à 3h du matin. Ouais, souvent. Oui, mais même en journée, on retrouvait les directs. Pour Tokyo, c'était la fin de journée. Mais les finales, tu parlais de Léa Fernet tout à l'heure pour le tennis de table, que j'ai suivi aussi. Et c'est vrai qu'on l'a vu quasiment à chacun de ses tours jusqu'à la finale. Il était dans les 13h, 13h30 quand elle jouait, donc c'était bien de pouvoir la suivre. Et puis d'autres athlètes aussi qui ont brillé. C'est vrai que là, je l'ai dit la semaine dernière, ça a fait l'objet de mon coup de cœur. Cette couverture médiatique a été très bien. Oui. On est encore très loin de l'égalité avec les valides, mais on peut le comprendre pour l'instant parce qu'il faut habituer les gens, il faut habituer l'œil, j'aime pas bien l'expression, mais il faut habituer les gens à voir des personnes handicapées faire des performances sportives. Ça s'habitue, comme tu le disais. Il faut leur faire découvrir, en fait. Il faut leur faire découvrir ce que c'est. Exactement. Il faut voir le verre à moitié plein, ça avance dans le bon sens. Exactement, oui, c'est ça le plus important. Ce qu'il faut souligner, c'est que les prochains JO sont chez nous. Exactement. Donc là, ça va être encore mieux. Il y aura une belle mise en avant, ça c'est sûr. Les éducateurs dans les clubs sont spécialisés dans le sport adapté, ou ce sont un éducateur, un entraîneur lambda qui passe une petite spécificité? Comment ça marche? Alors, je ne vais pas parler de haut niveau, ça ce sera à part. Non, là je parle vraiment dans les clubs. Dans les clubs, non. En fait, normalement, un éducateur sportif a un diplôme fédéral de sa fédération sportive ou un BP qui va lui permettre d'encadrer différents sports. Et en fait, ces diplômes-là permettent d'encadrer tout public. Donc, ils ont les prérogatives, en tout cas, pour pouvoir encadrer les personnes en situation de handicap. Après, souvent, ils demandent des petites formations pour justement pouvoir
connaître plus spécifiquement la pédagogie à avoir avec ce type de public et voilà les choses importantes. Parce que c'est souvent ce qui est un peu compliqué, c'est que au niveau technique, il y a plein de choses qui se passent, ils arrivent à les faire évoluer et après au niveau relationnel, ils savent pas trop comment faire passer le message ou quand il y a une difficulté, ils savent pas trop d'où vient le blocage. Donc c'est vraiment des formations qui sont des formations fédérales spécifiques au sport adapté qui vont s'adresser aux éducateurs sportifs des clubs pour pouvoir les aider à comprendre, en tout cas à poser un cadre peut-être qui va après leur permettre eux de développer du coup leur réflexion et de pouvoir progresser là-dedans. Alors pour conclure cet entretien, on va revenir un peu sur le haut niveau parce qu'il y a une grande compétition internationale qui va avoir lieu à Vichy dans quelques mois. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors ce sera en 2023. On a encore du temps pour se préparer, ça va. Du 4 au 10 juin 2023, Vous pouvez cocher sur le calendrier déjà. Oui, ce sont les Global Games. En fait, les Global Games, c'est la plus grosse compétition internationale, hormis les Jeux, bien sûr, dans le monde du handicap mental. C'est une compétition en fait, où il y a 9 disciplines. Donc, c'est l'athlétisme, l'aviron, le basket, le cyclisme, l'équitation, le futsal, la natation, le tennis et le tennis de table. Et donc là, ça va être des athlètes du monde entier qui vont venir s'affronter dans ces 9 disciplines. Il y a 800 sportifs qui sont attendus. 60 pays, normalement 60 nations. Et donc cette compétition va se dérouler à Vichy, sur notre territoire, l'année prochaine, en juin 2023. Donc effectivement, c'est une belle compétition et qui vaut le coup de venir la voir pour découvrir un petit peu qu'est-ce qu'est le sport adapté. Et même si le handicap ne se voit pas forcément dans le handicap mental, en tout cas, quelles sont les performances qu'ils peuvent faire, c'est assez impressionnant. Il nous reste quelques minutes. Ça fait combien de temps que le sport adapté est intégré au monde paralympique ? Parce que je crois qu'au tout début, c'était uniquement le handicap physique. Alors, en fait, ils avaient été intégrés au début, ils avaient été intégrés avec le handicap physique et après avec le handisport. Et en fait, après, ils ont été sortis parce qu'il y a un athlète dans du basket, un athlète espagnol, une équipe espagnole de basket qui a triché et où il y avait des personnes qui n'étaient pas déficientes intellectuelles. Donc, de là, en fait, ils les ont exclus, la déficience intellectuelle, en disant on n'a pas finalement de moyens de vérifier. Et maintenant, il y a toute une batterie de tests psychologiques qui sont faits. Il faut avoir été en établissement spécialisé avant l'âge des 18 ans. Il y a vraiment un suivi pour s'assurer que la personne, effectivement, est bien déficiente intellectuelle parce que c'est vrai que physiquement, ça ne se voit pas forcément. Oui, et je pense au cas du tennis de table qui est celui que je connais le mieux avec la classe 11 qui a été créée. Il n'y avait que 10 classes de handicap au tennis de table. C'est classe 11 qui intègre les déficients mentaux dans laquelle Léa a pu briller justement sur ces Jeux paralympiques. Merci beaucoup Géraldine, c'était très intéressant. N'hésite pas à revenir quand il y a des événements. On se fera un plaisir de parler d'handisport, de sport adapté. On le fait régulièrement, au moins une fois par an, mais si on peut plus, on le fera davantage. Et puis on va suivre cette organisation des Global Games. On a encore du temps pour s'y préparer, mais on fera le nécessaire pour en parler au mieux. On va marquer une dernière pause. Vous êtes avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Je vous rappelle, nos rendez-vous, c'est le mardi 18h, la rediff, le mercredi 20h, le podcast sur la page Facebook Avec ASA Sport, c'est le jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor, Léa Zuzart et notre invitée Géraldine Faugeron qui nous a admirablement parlé de sport adapté. J'espère que ça vous a permis de découvrir les différentes disciplines du sport adapté. Et puis, si vous avez un enfant atteint d'un handicap mental, il peut se diriger vers un club. Il y a des gens formés. Et puis, s'il n'y a personne dans ce club-là, on lui indiquera où aller. Exactement. On donnera tout à l'heure les coordonnées du comité si des gens sont intéressés pour te contacter, pour contacter tes collègues. Mais le sport, c'est une vraie ouverture au monde, qu'on soit valide, handisport, sport adapté. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça que le sport, c'est un vrai symbole de fraternité. Ça y est, c'était mon petit quart d'heure sentimental. Allez, je vais continuer dans le sentiment. C'est l'heure du coup de cœur, coup de gueule. Et aujourd'hui, j'ai encore un coup de cœur. Je suis de bonne humeur en ce début de saison. Et je vais vous surprendre. S'il y a des auditeurs fidèles de notre émission, même toi, Johan, je vais te surprendre. Je vais parler en bien du breakdance. Ah oui. Oui, je sais, ça surprend tout le monde. Je défonce cette discipline que je ne connais pas. Donc, c'est totalement gratuit chaque semaine.
Mais je vais en parler en bien et c'est un de nos auditeurs qui nous a signalé un jeune Clermontois qui a remporté le premier titre de champion de France de breakdance. Donc je salue Cédric, notre jeune auditeur qui nous a signalé ça. Je lui dis écoute, c'est une très bonne idée. Ça sera mon coup de cœur cette semaine. Donc merci Cédric, n'hésite pas à m'envoyer d'autres idées, ça m'évite de chercher, tu me fais gagner beaucoup de temps. Bon, c'est mon côté feignant ça. Donc je vais saluer le jeune Lucas qui a 14 ans, qui fait partie du comité Suprême Legacy, du club Suprême Legacy, pas du comité, et qui le 28 août dernier à Aix-en-Provence a remporté le premier titre, c'était le tout premier titre de champion de France de breakdance à 14 ans, donc un grand bravo à lui. Et puis on sait, puisque je le dis assez souvent, que le breakdance va intégrer les Jeux de Paris en 2024, et ben je trouve que c'est déjà une belle image de ce sport. Alors pour avoir rencontré plusieurs fois les gens de Suprême Legacy, les avoir vus sur des animations sportives où ils venaient animer les mi-temps ou les intersets ou entre les rounds à la boxe, faire leur numéro, c'est effectivement une vraie performance sportive, ça c'est clair et net. Après, là où j'ai toujours eu des doutes, c'est sur la manière de noter, mais je suis comme ça avec toutes les disciplines notées dans le sport. En tout cas, un grand bravo à ce jeune Lucas, qui est donc le tout premier champion de France de breakdance à 14 ans. Un grand bravo à lui, Johan. Oui, il faut savoir que la notation fait débat également au sein des disciplines de danse, ouais. En fait. Donc ça serait bien qu'ils règlent tout ça et que ça mette en avant, parce que c'est dommage, une discipline qui aura déjà beaucoup fait parler d'elle, pas forcément bien avant parce qu'on a des doutes, parce que dans le terme yap dance et qu'effectivement ça met des doutes à tout le monde. Si en plus entre eux ils sont pas d'accord sur la notation, il faudra vraiment qu'ils soient au taquet, parce que pour une fois de plus avoir vu plusieurs fois Supreme Legacy, c'est un vrai show sportif ce qu'ils font. Il y a une vraie performance, beaucoup d'entraînement, des heures et des heures d'entraînement. C'est super beau à voir et ça serait dommage qu'ils ratent leur entrée dans les JO pour des polémiques de notes. C'est vrai que le breakdance, tu verras jamais un athlète de haut niveau de breakdance qui a de la brioche, quoi. Ça n'existe pas. Ça c'est clair. En général, c'est les tablettes. Et puis bon, sur Clermont, avec Michael Pecot notamment, donc de Supreme Legacy, qui est un coach de très haut niveau, il y a la structure pour également au niveau local propulser des athlètes justement au très haut niveau avec ce jeune de 14 ans donc, qui a été reçu par monsieur le maire. Oui, mais c'est pas normal. rien. Bravo à lui. Il a marqué l'histoire, le premier, tout le monde s'en souviendra. Qu'est-ce que ça t'inspire, Léa, ce jeune athlète Lucky, c'est son surnom, je ne l'ai pas donné. C'est encourageant justement pour l'arrivée du breakdance au JO. On espère qu'il y aura un jeune du territoire qui saura faire cette entrée au JO de Paris et qui ramènera une médaille. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, on va le suivre de près. Allez, c'est l'heure du quiz. On n'a pas à changer les bonnes habitudes. Toujours 5 questions. Toujours truqué. Non, toujours pas. Si. Ah non, à peine, ça se voit pas. Enfin, je fais en sorte que ça se voit pas. C'est pas possible, je perds tout le temps. Donc je suis vraiment naze. Là, pose-toi soit les bonnes truqué. questions, j'y peux rien, moi. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je préfère dire que c'est truqué. Allez, 5 questions. La question olympique qui, à partir d'aujourd'hui et Allez, dorénavant, deviendra la question olympique ou paralympique. À partir d'aujourd'hui ? À partir d'aujourd'hui. Okay. Donc ça permettra aussi de parler de performances paralympiques dans d'e-sport régulièrement dans l'émission. La question record, la question d'actualité sportive locale, la question avec ASA Sport et le décompte final où tu pourras intervenir, Géraldine, en tant que joker. Alors l'année dernière, c'était souvent en relation avec l'invité, ça ne sera pas forcément le cas cette année, ça sera un peu selon mon humeur. Là aujourd'hui, si quand même, on va revenir sur les Paralympiques de Tokyo. Allez, vas-y. Question olympique et paralympique, c'est avec une question de rapidité entre Léa et Johan. Je vais vous demander combien de médailles la France a ramené de ces Jeux paralympiques. 6. 3. Oh non, allez, la France. Je vous parle de toutes les médailles. Ah, mais en paralympique ? En paralympique. 47. Plus. 56. Un peu moins. 52. Un peu plus. 53. Non. 54. 54. Voilà, Johan a été rappelé. En fait, je le savais depuis le début. C'est ça. 54 médailles, ils ont explosé les objectifs fixés qui étaient une trentaine de médailles, il me semble bien, je crois que c'était autour de 35. Donc un grand bravo à tous nos athlètes paralympiques. La question record. Dimitrios Lundras, si je prononce mal, il m'en voudra pas là où il est aujourd'hui. Il détient le record du plus jeune médaillé olympique. À quel âge a-t-il eu une médaille olympique? Non, pas 11 ans. 10 ans. 10 ans. C'est Léa qui l'emporte. Alors vous allez comprendre pourquoi il m'en voudra pas si j'ai mal prononcé son nom. C'est qu'il a établi le record en 1896, au tout premier jeu d'Athènes. C'était sur les barres parallèles par équipe. Ah, donc c'est pas la forme là en ce moment. Non, c'est pas la forme. Là tout de suite, il est pas au mieux. Il est pas au mieux. Mais 10 ans, première médaille, plus jeune médaillé olympique. Voilà, on a vu qu'il y a eu des jeunes médaillés en skateboard à Tokyo, une jeune japonaise de 14 ans. Et quelle nationalité du coup? Grec. Ok. Alors, Dimitrios.
Il y a assez peu de chance. Ouais, c'est eux qui ont inventé les Jeux Olympiques, donc bon. C'est ça. Ils pouvaient. Il est avantagé. Question d'actualité sportive locale, question de rapidité. Où le VBCC a entamé ses matchs de préparation ce week-end? Oula. Ils ont assez peu communiqué dessus. La rentrée s'est faite discrètement. Où est-ce qu'ils les ont préparés? Où est-ce qu'ils ont joué ce week-end? Ils ont fait ont un joué tournoi. À Rion? À Rion, exactement. Johan, tu es impardonnable. Le Rio Mois de service ne sait pas la réponse. C'était au tournoi de Rion, comme ils le font tous les ans. Une belle organisation de François Bouchot, le président du volley de Rion, et de toute son équipe de bénévoles, où il y avait le club de Nancy, qui joue en Liga féminine, et le club de Levallois, qui évolue en élite, et où nos Panthères ont fait du bon et du moins bon, 2 matchs nuls. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de match nul au volley. Si sur les tournois de préparation, on adapte les règlements, les matchs se jouaient en 4-7, quoi qu'il arrive. Donc ça pouvait être 4-0, 3-1 ou 2-2. D'accord. Et j'ai pu voir un petit bout du match face à Nancy. Il y avait de très très belles choses. Et pour avoir discuté avec le coach ce matin, il m'a dit que sur le Valois, il y avait de moins bonnes choses. Donc un week-end mitigé, mais globalement quand même, il est très positif sur les progrès de cette nouvelle équipe. Il y a les Balkany dans les tribunes, peut-être ça les a déstabilisés. C'est peut-être pour ça, oui. Question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. On va voir si vous avez été attentif. Quel est l'actuel classement du handball de Cournon? Dernier. Non. Avant-dernier. 12e. Non. Avant-dernier. Je vais prendre la réponse. Ils sont 11e. C'est effectivement avant-dernier. Au goal average. Bon, c'était pas très compliqué. Allez. 2-2 là. 2-2. Le décompte final. Vous allez répondre à tour de rôle. On va faire commencer Léa par galanterie. Léa, quand tu sèches, tu peux faire appel à Géraldine, ton joker, qui pourra t'aider. Même chose, Johan, vous pourrez faire appel chacun votre tour une seule fois. Allez, vas-y. La semaine dernière, j'ai demandé à Virginie de me retrouver les 10 nations, les 10 premières nations du classement des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est la même question, mais pour les Paralympiques de Tokyo. Il va me falloir me retrouver les 10 premières nations au classement officiel. Donc, ce n'est pas en quantité de médailles, c'est en qualité de médailles, celle qui a eu le plus de médailles d'or, d'argent, etc., etc. Donc, le classement officiel de ces Paralympiques. Léa. La Chine. La Chine qui est première, 207 médailles, 96 or, 60 argent, 51 bronze. Johan. Les États-Unis. Les États-Unis qui sont troisième avec 104 médailles, 37 or, 36 argent, 31 bronze. Léa. Le Japon. Le Japon n'est pas dans ce classement. Est-ce que la France y est? La France y est, mais pas dans les 10 premiers. La France est 14e avec 54 médailles, on l'a dit tout à l'heure. 11 d'or, 15 d'argent et 28 de bronze. C'est les titres olympiques qui leur manquent pour être plus haut. Il y a des pays qui ont beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins de médailles et qui sont mieux classés. L'Italie. L'Italie n'est pas dans ce classement. Si, il me semblait bien, à la 9e place, c'est moi qui lis mal mes notes. 69 médailles, 14 or, 29 argent, 26 bronze. 9e l'Italie. Johan. Est-ce qu'il n'y aurait pas le Royaume-Uni? Il y a le Royaume-Uni à la 2e place. La Grande-Bretagne a totalisé 124 médailles, 41 en or, 38 en argent, 45 en bronze. Ça fait 4 partout, Léa. L'Allemagne. L'Allemagne n'est pas dans ce classement des 10 premiers. Je vais essayer de prendre l'ascendant psychologique et je vais dire Joker. Joker. Alors, Joker Geraldine. Merde. Longue réflexion. Le Brésil. Le Brésil, oui. Le Brésil. Ah, bravo. Bravo Géraldine. Le Brésil est à la 7e place avec 72 médailles. 22 en or, 20 en argent et 30 en bronze. La Grèce. La Grèce, non. La Grèce n'est pas dans ce classement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des fois la Corée du Sud? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des fois la Corée du Sud? J'aurais envie de répondre oui, il n'y a pas la Corée du Sud. Léa. Le Canada. Le Canada, non. Il nous reste quelques grandes nations sportives et puis il y en a 2 qui sont plus compliquées à trouver. Est-ce que les Russes, des fois... Les Russes sont dedans. C'est pas la Russie officiellement, voilà, parce qu'ils avaient un peu triché. Un petit peu, ouais. On rappelle. Les athlètes russes ou je sais pas quoi, le comité russe. Ça s'est pas vu. C'était le comité russe qui était représenté comme pour les valides. Le 4e, la Russie avec 118 médailles, 36 or, 33 argent et 49 en bronze. Léa. L'Australie. L'Australie à la 8e place. Alors je note les points parce que j'ai un petit peu de retard, ça fait 5 à 6. Il en reste combien? L'Australie à la 8e place, 80 médailles, 21 en or, 29 en argent, 30 en bronze. Il nous en reste 3. 2 assez surprenants, un qu'on retrouve aussi dans le classement des valides. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui, à la 5e place. 59 médailles, 24 en or, 47 argent, 27 bronze. Allez, on se déplace à l'est de l'Europe pour les 2 derniers. À l'est de l'Europe? Oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas l'Ukraine? Il y a l'Ukraine à la 6e place. L'Ukraine à la 6e place, ça fait 7-6 pour Johan. L'Ukraine avec 98 médailles, 24 en or, 47 en argent, 27 en bronze. La balle d'égalisation, Léa, pour égaliser à 7 partout. Elle n'a pas utilisé son joker, c'est Elle pas a pas utilisé obligatoire normalement? Non, c'est pas obligatoire. Dommage. Pays connu pour ses richesses pétrolières. Le Qatar? Non. On est un peu plus haut. L'Irak? Non, toujours plus haut. Montez. Rapprochez-vous de l'Europe. La Géorgie? Non, mais on est sur une ex-république soviétique. Le Kazakhstan? Non, mais ça se rapproche. L'Ouzbékistan? On se rapproche dans les L'Iran? noms. Non. Le Turkménistan? Non, tu vas me faire tous les noms en ce temps et on va finir. Non, c'est pas en ce temps, je plaisante, mais on est dans cette zone-là. La Géorgie, t'étais pas loin. La Biélorussie? Non, mais on se rapproche, on tourne autour. Allez-y, le premier qui me le donne. L'Arménie? Non, mais ça commence pareil, avec un A. L'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan, oui. Alors tenez-vous bien, l'Azerbaïdjan est 10e de ce classement avec seulement 19 médailles. Mais sur les 19 médailles, il y a 14 titres olympiques. Il y a une médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Alors les gars, j'espère que vous aimez les parapluies parce que pour que je gagne au quiz, il va pleuvoir. Hein. Non, je pense même qu'il va neiger. Il va neiger, ouais. Bravo Johan. Merci. Première victoire depuis toujours. Ouais. C'est ça. Bah, félicitations. J'espère que les auditeurs m'applaudissent dans leur voiture. Oui, c'est mais tellement rare. je les entends dans le casque. Il y a une manif devant. Il y a une manif j'entends. devant Logos FM. Là, ils sont tous devant avec les banderoles pour t'accueillir. Alors Géraldine, avant de nous quitter, donne-nous un petit peu les informations, les coordonnées du comité départemental de sport adapté. Si des auditeurs qui nous ont écoutés découvrent les différentes activités, qui puissent se tourner vers toi et tes collègues. Alors, ils peuvent nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Ils peuvent trouver les contacts sur Internet. Ils tapent comité bidépartemental à l'Épidome Sport Adapté. Il y aura normalement le mail et le téléphone. On est rue du Pré-la-Reine à Clermont. Et également, on a une page Facebook où on peut suivre également toute l'actualité, où ils peuvent nous liker pour voir un petit peu ce qui se passe et de suivre à nos contacts. Merci beaucoup Géraldine, tu es la bienvenue quand tu veux, toi et tes collègues, pour reparler de sport adapté. Ça sera un vrai plaisir. Merci Léa, merci Johan pour votre entrée, vous étiez très très bien. Johan, on te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, je ne vais pas vous donner le nom de l'invité, c'est encore en train de se mettre en place, mais on va voir du très très lourd dans le monde du sport clermontois. Un champion du monde, un recordman du monde. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, on vous réserve une belle surprise. On se retrouve, nous, mercredi, demain pour la rediff, la page Facebook pour le podcast jeudi matin. Nous, on se retrouve mardi avec une nouvelle émission des nouveaux chroniqueurs. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.